9 secondes. 9 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Cédric Doumbé pour éteindre les lumières, déconnecter complètement Jordan Zebo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très très bien. Et toi, tu vas bien? Ça va très bien aussi et j'ai très hâte de pouvoir débriefer sur une dizaine de minutes les 9 secondes qui se sont produites dans la cage, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup à dire. Alors, les premières réactions que je vois, ce sont des personnes qui cherchent à trouver une théorie derrière le high kick de Jordan Zebo. Le pourquoi a-t-il lancé ça en, en première instance? Euh, Comment est-ce que tu justifies ça de ton côté? Mhm. Mhm. Euh, Comment est-ce que je justifie ça? C'est assez compliqué. Je dirais que je pense que la théorie sur la pression sur les épaules, ce genre de choses, effectivement, elle peut s'appliquer dans ce cas-là. Je pense, alors pour personnellement avoir déjà envoyé un high kick début de premier round et avoir fait cette erreur-là, c'est un coup qui a été pas mal drillé, je pense, qui était peut-être un petit peu trop dans son esprit comme possiblement capable de mettre KO. Et il a lancé un petit peu trop tôt, à la différence de grands combattants comme on en a déjà parlé, hein, des John Jones qui vont attendre le troisième round pour l'envoyer. Donc voilà, je pense que la pression était effectivement un petit peu trop grande. Mhm. Et puis, alors, c'est toujours pareil, hein, en soi, le high kick était bien timé, il est arrivé dans une garde, parce qu'on parle beaucoup des 4 OZ pour la frappe, mais c'est aussi du 4 OZ pour la défense. Et, et il l'a pris quand même plein fer dans la garde, donc je pense que c'était relativement solide. Mhm. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas tant le high kick dans les premières secondes, c'est sa réaction une fois la jambe saisie, qui pour Mhm. moi était catastrophique, où on est passé d'un high kick extrêmement rapide à une sorte de flottement de la part de Jordan Zebo une fois la jambe attrapée, quoi. Et ce flottement, bah, on a l'impression que c'est au ralenti, quoi. Et Mhm. on le voit avec cette jambe prise, essayer de récupérer sa jambe et patate dans la bouche. Donc, ouais. Patate dans la bouche. Mm, mm, mm. Euh, Bah, c'est vrai que c'est. euh, on peut faire que spéculer en soi, hein. Ça pourrait être justifié par la pression. Comme on le dit, quand tu es sous pression dans un combat et que tu n'as pas confiance en toi, ton objectif c'est de sortir de là le plus rapidement possible et donc potentiellement partir sur ce qu'on appelle du high risk, high rewards. Donc Mhm. une technique à haut risque avec potentiellement une grosse récompense derrière. C'est clair que le high kick est bien envoyé. Si ça touche, ça peut changer toute la dynamique du combat et ça peut surprendre et ça peut le faire gagner en 7 secondes plutôt que perdre en Ouais, 9 secondes. tout à fait. Mais comme tu le dis, ça laisse une grosse ouverture face à quelqu'un qui est très fort pour ça. On est dans son domaine de prédilection. Alors ici, j'ai eu la chance d'être le premier à interviewer Cédric Doumbé après sa victoire. Bon, hormis les personnes dans la cage, mais La classe. allez, il est passé en RMC, Mhm, sur le plateau RMC en tout premier. mhm. Et je lui ai posé cette question-là justement. Est-ce que, euh, en ayant observé le dernier combat de Jordan Zebo, vous aviez remarqué qu'il envoyait beaucoup de high kick et vous aviez travaillé des réponses à ça, ou était-ce instinctif? Et c'est un peu des deux. Il expliquait que de par sa carrière en kickboxing, ben forcément, contrer les high kicks, ça fait partie de son arsenal. Mais en plus de ça, il avait effectivement observé que contre Sardi, il en envoyait beaucoup et il s'y attendait un peu. Maintenant, il a dit à l'entraînement, il prend beaucoup ce high kick. Il a dit en antenne, au micro, c'est quelqu'un qui a une garde basse et ce high kick, il peut passer contre lui. Donc en soi, par rapport à ça, c'est pas une si mauvaise idée que ça de la part de Zebo. Maintenant, la réalité, c'est qu'il l'a envoyé et il a payé très cher pour ça. Et là, je vais rejoindre ce que tu dis. Il y a du flottement du côté de Zebo. Tu vois que Cédric, il attrape la jambe et il veut d'abord crocheter avec un genre de low kick, il veut le faire tomber sur un low kick. Et je pense qu'il voit l'ouverture. Et entre le moment où il voit l'ouverture et le moment où il envoie sa frappe, c'est une fraction de seconde. C'est là où on voit l'incroyable niveau de Cédric Doumbé en pied-point. Et donc, ça m'amène au prochain point de ce podcast. J'ai pas envie que le narratif du combat ce soit Zebo a déconné, parce que ça Non. décrédibilise Ah oui, oui. complètement Mm, mm, mm. la victoire de Cédric Doumbé. Il s'est préparé à cette technique. Il a, comme je l'avais dit dans le podcast avant,
ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa capacité à gérer de la puissance, peu importe son positionnement de pied. Et ça, Mmh. c'était typiquement un exemple parce que sur le high kick, ben, forcément, ses pieds bougent un peu. Ils sont perpendiculaires à Zebo et ça lui permet de vraiment charger une rotation sur son crochet qui a complètement éteint les lumières et c'est absolument magnifique. Donc, pour moi, l'histoire du combat, c'est vraiment bravo Cédric Doumbé et pas Jordan, t'as déconné. Ouais, non. Alors là, entièrement d'accord avec toi, hein, clairement. De toute façon, sur des victoires, elles se construisent sur les compétences du vainqueur, et puis ça arrive aussi sur certaines erreurs. Mais Mm. après, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne de temps en temps aussi, hein. Donc sur ce coup-là, oui. Pour en revenir sur le high kick, ça me faisait penser, tu vois, sur cette partie de flottement. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il reste comme ça debout, à vouloir essayer de récupérer sa jambe, Mm. sans s'inquiéter d'une éventuelle frappe. Et c'est vrai que sur ce genre de situation, bah, la plupart du temps, tu vois, tu le fais un peu à la Chael Sonnen, tu te fais une petite roulade en arrière, ninja, comme ça, et tu reprends ta garde, quoi, un peu plus loin. Mais te faire saisir la jambe et rester à sautiller avec un mec qui tape, enfin, comme un bûcheron, enfin, c'est extrêmement, ça reste extrêmement dangereux, et on l'a vu, quoi. Mais oui, la, il n'y a pas eu d'erreur du côté de Cédric Doumbé. On est en début de combat, on a une pression complètement phénoménale. Ce crochet, est-ce qu'on peut appeler ça un crochet? C'est, C'est un peu Pereira, hein. En soi, tu vois, t'as un angle un peu qui vient d'en bas. mais on le regarde parce qu'il y en Et a, ils disent ouais, il avait pas de garde, etc. Mais quand on voit la frappe, elle passe dans un mouchoir de poche ici. ouais, Euh, c'est une sorte de Mexican hook là, vraiment entre le crochet et l'uppercut. c'est Ça ça. arrive pleine balle. Et puis derrière, il y a le crochet arrière qui rentre. Enfin, la précision. Ça, on l'a vu à l'époque, hein, sur ces combats. La précision, elle est hallucinante, hein. Elle est hallucinante parce qu'au-delà de frapper comme un camion, tu peux frapper comme un camion, mais si tu touches pas ta cible, il se passe pas grand-chose, quoi. Au-delà de Ouais. ça, c'est tout touche, quoi. Mm, mm, mm. Mm. Non, mais c'est vrai qu'on en oublie presque techniquement. Euh, il- je vais l'exprimer d'une autre manière. Tu envoies ce high kick contre quelqu'un d'autre, tu te fais pas éteindre dans cette situation. Il y a très peu de personnes qui seraient capables d'exploiter cette situation aussi bien que Cédric ne l'a fait hier et de vraiment exploiter cette situation pour éteindre complètement les lumières. En plus de ça, effectivement, défensivement, c'est parfait ce qu'il a fait Cédric Noumbé. Il bloque, il vient chasser avec sa main et puis Ah, tu as un genre de Masvidal, hein, t'as un genre de Masvidal, il fait passer non, la il passe jambe de par en sorte à dessous. Il passe par en par en dessous. dessous, ouais, c'est par Ouais, en dessous, hein, ouais. c'est ça. Mm, mm, mm. Mais l'objectif reste le même. Il essaye de faire en sorte que Jordan Zebo commence à exposer un peu son dos. Et là, il veut crocheter la jambe. Et c'est à ce moment-là qu'il voit qu'il y a une ouverture. Donc, la main sa main gauche avait saisi par en dessous la jambe. Ça lui a permis de venir générer ce, comme tu dis, Mexican hook. On est entre, ça ressemble plus à un crochet, mais effectivement, on est un peu entre le crochet montant. C'est un peu comme un uppercut. Jordan Zebo ne le voit absolument pas venir. Bon, mm, mm. Tu parles de pression. Après l'événement, j'ai parlé à Véronica Hardy, forcément, qui est très proche de l'organisation, puisque bah, elle est mariée à Dan Hardy, qui fait, euh, c'est quoi, Head of Operations et représentant des combattants au PFL. Ouais. Elle m'expliquait que 2000 places ont été vendues à la signature de Doumbé. 3000 supplémentaires à l'annonce de sa présence sur la carte. Et il y en a 1000 qui se sont rajoutés très rapidement. Donc c'est indéniable. Cédric Noubet, il avait déjà sold out quasi l'entièreté du Zénith avant même de commencer sa communication. Donc c'est Mm. le roi de la communication, je pense que ça c'est indéniable. Mais Et parce la que, pression, ouais, ouais, vas-y, parce que ça a vas-y. été annoncé sur les réseaux sociaux sold out après la signature d'Abdouragimov. Donc les gens ont dit que, mais c'est faux en fait. Ça faisait C'est faux. déjà Mm. 10 jours. Nous, pour avoir Grid qui était prévu sur la carte, quand elle a annoncé ça à ses potes, il y avait déjà plus de place, hein. Quand on Mm. a dit c'est bon, Grid s'est confirmé, il y avait déjà plus de place. Donc En fait, les gens se sont rendus compte que c'était sold out au moment de l'annonce de Abdul, parce que là, les gens se disent, ah, je veux acheter ma place, mais c'était déjà trop tard depuis plusieurs jours. mais en fait, je pense qu'il y a surtout qu'ils ont relancé quelques places, mais c'était une centaine. Et Oui, donc, Abdul avait dit, oui, si vous rafraîchissez la page, vous pouvez avoir des places qui se libèrent. Mais il restait une centaine qui ont été mis au goutte à goutte, mais c'était une centaine.
Ça veut dire que c'était déjà sold out, on pouvait pas prendre de place 10 jours avant cette signature-là non plus, tu vois. Voilà, Donc il a tout vendu. c'est factuel. C'est factuel et donc il a fait le sold out à lui tout seul parce que on va pas se mentir, si son combat avait été annulé à une semaine de l'événement, on aurait eu comme à l'UFC Paris, plein de gens qui auraient revendu leur place. Ah oui, C'est clairement. clair et net. Les gens étaient là pour Cédric Doumbé. Mm, Les 6000 personnes sur place, tu en avais 5550 qui étaient là uniquement pour Doumbé et 450 qui étaient là parce qu'ils aimaient bien la carte dans l'ensemble, mais aussi pour Cédric Doumbé et Zebo. Euh, mm, il a géré la pression, c'est absolument incroyable parce qu'il s'est mis une pression, il le dit lui-même ouvertement, il se met face au mur, il se met une énorme pression et il a super bien géré. Euh, Moi, ce qui m'a le plus choqué, je vais essayer de faire une analyse qui sort un peu du MMA ici. Il le dit tout le temps. Il adore le rôle de comédien slash acteur et c'est aussi un excellent combattant. C'est deux carrières qu'il mm. envisage et il est très bien dans ces deux carrières et je trouve qu'il arrive à switcher de l'un à l'autre sur un claquement de doigts. Juste avant le combat, c'est la première fois que tu vois ça en MMA. Le mec, il va faire Jordan, Jordan, Jordan 3 fois, alors que tu as Marc Godard qui est en train d'attendre. Marc C'est Godard, c'est quand clair. même, c'est l'arbitre le plus entreprenant que tu puisses avoir. C'est le mec qui normalement ne succombe pas à ça. Je m'attendais à ce que Marc Godard le prenne par le bras et le ramène. Tu vois, il l'a laissé faire. Et donc, il fait ça. Tu te dis, mais le gars, il est en train de sortir de son combat à 3 secondes du Mm, mm, début. mm, Et tu le vois un moment faire le troisième Jordan, et puis en mode focus, il se dirige vers lui. mm. Il y a le face-off, touch glove, qui était très chouette à voir. Et ça a commencé. Et il était directement dans ce combat. Il gagne en 9 secondes. Ça veut dire il a réussi à avoir ces deux rôles, à capitaliser sur tout le trash talk qu'il a fait à 3 secondes du début du combat. Et puis à rentrer dedans en mode fighter et plus du tout en mode comédien. Et je trouve ça extrêmement impressionnant. Mm. Ouais, je te rejoins 100% et je pense parce que certains ont reproché la comparaison avec McGregor, tu vois. Je pense que euh, il fait partie de ces combattants. Enfin, il y a deux types de combattants. On a vu hein, sur la carte, il y a des combattants sportifs qui viennent, ils s'entraînent. Oh, il y a un combat, est-ce que tu peux combattre contre un tel? Ils viennent, ils font ils vendent des places, bien évidemment, souvent des potes et tout, mais il y a rien autour, quoi. Il y a juste la performance sportive qui nous intéresse. Et puis, on a un Cédric Doumbé qui arrive, qui a et la performance sportive, et la vente, et le personnage. C'est tout un package qui vend. Et ce package-là, c'est pas rien. C'est-à-dire il arrive, il harangue les foules, je sais pas si c'est la bonne expression. Euh, il est dans vraiment, c'est un combattant spectacle, quoi. Un combattant spectacle. On a eu exactement la même chose avec toutes les interrogations qu'il y a autour de ce combattant. Est-ce qu'il va vraiment être capable de combattre en MMA? Est-ce qu'il va vraiment être capable de pouvoir euh, parce qu'on connaît toutes les inconnues du MMA, on Mhm. sait que ça peut aller dans des directions complètement opposées, etc. Et non, il est là, il fait voilà, exactement comme McGregor, c'est-à-dire qu'en début on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là comme ça, faire des bisous et tout. Il est en train de déjà vendre son combat jusqu'à la dernière seconde, et puis une fois que ça démarre, ça switch complètement, presque la lumière devient un peu tamisée, tout le monde est en stress, tout le monde se dit qu'est-ce qui va se passer. Puis là on a eu un, un remake de McGregor Aldo. Aldo, quoi. Enfin, on était clairement là-dedans. Donc, ouais, ouais. On est en train de revivre, ouais, à notre échelle franco-française, tu vois, à notre échelle européenne, on est en train de revivre Une ascension à la McGregor. Enfin, ouais, ouais. bah oui, On va, il je faut, sais qu'on va se faire tuer dans les commentaires. On peut pas comparer évidemment une ascension de ce type-là en étant à l'UFC vers le titre UFC alors et la ce qu'il est en question, train de faire. ouais, Mais sur la question communication et mais oui. capacité à et à back-up ce qu'il dit, on est dans la même logique, on est dans le même concept. Oui, voilà, c'est ça. On a des points de comparaison similaires, on a des Voilà. sensations similaires. On n'est pas en train de le comparer en disant ils sont pareils, ils font ci, ils font ça. Mais on a, moi, ce que je définis un peu comme combattant spectacle. Ouais. Et pour être un combattant spectacle, pour gagner autant d'argent ou remplir une salle comme il le fait, eh bien, ça a des risques. Ça a des vrais risques sur ça, je veux dire, sa réputation, sa santé mentale, etc. Et il gagne pas de l'argent.
tout ce qu'il va gagner, tous les fruits qu'il va gagner, et puis ce que les autres combattants vont gagner aussi, hein, parce que il faut pas croire, hein, mais tu vends un événement à toi tout seul, t'as quand même 20 combattants qui, entre guillemets, combattent à tes frais, entre guillemets, tu vois. C'est clair, c'est clair. Tu nourris du monde, quoi. Mais Mais non, non, moi je trouve ça. Enfin voilà, c'est ce que j'espérais, hein, je l'avais partagé sur les réseaux, dans le truc. J'espérais voir une masterclass parce que j'espérais un petit peu revivre ce genre de choses, tu vois, avec un combattant, avec pas mal de mystères autour sur ses capacités, euh, tout ce stress, etc. Tous les gens qui veulent le voir tomber, tous les gens qui sont complètement fans et tout. Et j'ai l'impression de commencer un peu à le revivre. Donc voilà, mmh. sympa. Ouais, j'aime bien ce que tu dis par rapport aux combattants spectacle. J'en reparlais avec Michael Lebou hier de ce que nous deux on dit très souvent en podcast en reprenant l'expression de John Danaher. Donc pour ceux qui s'en souviennent pas, parce qu'on sait que tous ceux qui regardent cette vidéo nous suivent depuis très longtemps. Si c'est pas le cas, abonne-toi. Il y a 3 types de fans et nous, on est allé plus loin en disant qu'au sein de nous, de chacun d'entre nous, il y a les 3 types de fans avec un degré de pourcentage différent. Donc il y a les fans, de violence, il y a les fans de stratégie/technique et il y a les fans de narratif/histoire/drama. Chez certains, voilà, certains seront fans de auront le fan de violence qui s'exprimera à 80% au sein d'eux, et puis 10% sur la technique et 10% sur l'histoire. Ça, c'est typiquement ceux qui passent leur temps à regarder des highlights sur YouTube. Euh, le combat d'hier, on a satisfait les 3 types de fans. Cédric Doumbé a créé un narratif autour du combat, donc les fans d'histoire, ben forcément, ils étaient à fond dedans. C'était violent, c'est un KO en 9 Mhm. secondes, donc la violence, c'est un highlight qui était là. Et même si on n'avait pas beaucoup de contenu sur le combat, Technique. techniquement, c'était super propre ce qu'il a proposé. Donc, il a satisfait les 3 types de fans. Maintenant, j'ai une question un peu complexe sur la fin. C'est quelque chose qu'on lui a plus ou moins demandé aussi sur RMC hier, donc je me permets de la poser parce que c'est pas un manque de respect non plus. Est-ce une victoire 100% satisfaisante ou y a-t-il quand même un tout petit peu de déception dedans? Je vais exprimer Mhm. le pourquoi je pose cette question. C'est oui, voilà, tu gagnes en 9 secondes, c'est extraordinaire, surtout avec, enfin, ça embellit encore l'histoire de ce combat-là. Mais au final, la grande question que tout le monde se posait avant le combat, c'est que vaut la lutte défensive de Cédric, à quoi ça ressemble s'il se met sur son dos. Et on sait que lui, bah, forcément, ça fait maintenant des années qu'il travaille là-dessus et sur ce training camp, il a certainement travaillé énormément sur améliorer cet aspect de ce jeu qu'il n'a pas pu montrer. Ouais. Alors, est-ce que c'est décevant parce qu'il sait, et c'est plus ou moins ça qu'il a dit dans sa réponse, c'est il sait qu'en fait, avec cette victoire, c'est incroyable parce que ça va faire le tour du monde. Mais de l'autre côté, tous ceux qui se posaient des questions par rapport à son sol et qui vont continuer à alimenter ce truc de ouais, mais le jour où il tombera sur un vrai Mhm. lutteur, ça va être compliqué pour lui. Mais ça va rester. Alors qu'il aurait bien aimé pouvoir prouver que bah, il avait vraiment travaillé là-dessus. Donc il doit prendre son mal en patience par rapport à ça, parce Ouais. qu'à un moment donné, d'office, maintenant il est dans le tournoi du PFL, il va rencontrer quelqu'un qui va Mhm. réussir à peut-être tenir un peu plus que 9 secondes et à chercher à le lutter pour qu'on réponde à ces questions. Donc, Ouais. comment tu vois ça? Est-ce que c'est 100% satisfaisant ou il y a quand même cette petite déception chez toi en tant que fan et si tu te mets à la Non. place de Ah, Cédric? alors moi je vais essayer d'être comment dire ça, le plus positif possible. Euh, Bienvenue sur Fight Minds. ouais. Moi je vois ça, cette victoire. Alors je vais vous dire pourquoi je la vois positif. Et après ce combat-là, je me suis pas dit ah j'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'il sait défendre les takedowns, etc. Dans la défense de takedown, eh ben, on peut rester dans une dimension lutte, se dire ah il a fait des bons sprawls, il a bien recomposé ses underhooks, ou on peut éteindre le lutteur avant qu'il ne puisse faire sa stratégie. Et donc voilà, ce que je disais à mes élèves qui me disaient on n'a pas de réponse, je dis bah, si. Le lutteur, il vient de le mettre KO en 9 secondes, donc c'est un type de réponse, c'est un type de réponse. On est Mm. là, on se prépare, t'es combattant, tu te prépares face à un lutteur, tu travailles, je sais pas moi, euh, tes genoux ou ton contre de genoux face à un gars qui descend, tu le mets KO et après les gens ils disent ouais, on sait pas trop ce que tu vois en lutte. Bah si, voilà ce que je fais. C'est un peu ça. Oh, ouais. Donc pour moi c'est une réponse. Pour moi c'est une Mm. réponse, c'est que t'es en danger absolu. Tant que t'es pas au corps à corps, tu peux te faire mettre KO. Donc c'est une forme de défense de lutte en soi. Mm.
Voilà. Ça, c'est ma première des choses positives. La deuxième chose positive que je vois là-dessus, c'est que cette interrogation, ce public qui se pose la question, il sera encore là au prochain combat pour avoir ses réponses. Et donc, on aurait eu, imaginons qu'on ait un Cédric Doumbé qui combat comme un super Saiyan, tu vois. Il défend tout, tout passe. Techniquement, c'est complètement incroyable. Il le jette dans tous les sens, il contre, il boxe, il fait une démonstration totale. Bon, on aurait fait, bah voilà, on a les réponses, il va être futur champion, c'est bon, bah on voit ça dans 3-4 combats, on va regarder quand il sera au sommet, comment il se débrouille, quoi, et puis il prendra la ceinture. Et donc, on n'est pas obligé de suivre toute l'ascension en soi, tu vois. Mais Mm. là, mais là, il y en a encore plein qui sont, oh, on n'a pas vu ce qui se passe, voilà. Et donc, on va lui remettre peut-être un lutteur, peut-être un plus haut profil, et on sera tous devant l'écran à attendre ces réponses. Donc, tant qu'on n'a pas ces réponses-là, on sera dans l'attente de les avoir et on continue à regarder. Donc, je vois ces deux côtés positifs. Un, il va vendre encore plus de tickets pour la prochaine fois s'il a un plus haut profil. Deux, face à un lutteur, il est capable de le mettre KO. Et donc voilà, donc moi personnellement, j'ai mes réponses. Ouais, ben en fait, c'est marrant parce que ça me fait un peu penser à Pavlovitch par rapport à ça. C'est un peu le narratif qui est autour de Mmh, Pavlovitch. Ouais, mais ça donne quoi si ça dépasse le premier round? Bah, en fait, exactement, ouais. si le mec il fait toute sa carrière à gagner dans le premier round et qu'il prend sa retraite sans jamais aller dans le deuxième, mais ta réponse elle est là. T'as pas besoin de cette intrigue parce que c'est impossible d'aller au deuxième round avec lui. Bon, Ouais, j'exagère évidemment, oui, hein. bien Un jour sûr, hein. ça arrivera probablement et c'est à ce moment-là qu'on aura les réponses. Mais tant qu'on n'a pas vécu cette situation, bah, tout le crédit revient à la personne Mmh, de jamais aller dans son domaine dans sa zone d'effort. J'écoutais je vais faire une petite digression, de nouveau, bienvenue sur Fight Minds. mmh, J'écoutais le podcast, le passage de Sean O'Malley sur Joe Rogan Experience, et c'était génial, parce que franchement, il sort de son personnage, il est très respectueux mmh envers mh. tous les combattants de Bantamweight, et il disait, j'ai abordé le combat contre Sterling comme si, s'il m'attrapait, c'était la fin pour moi. Il OK. il il dit: Jean «J'avais Slava. confiance». Mmh mh. Voilà, c'est ça. Il dit: «J'avais confiance en mes capacités en grappling pour pouvoir survivre, mais j'ai abordé le combat comme si c'était pas le cas». Il voulait vraiment laisser J'aime aucune ouais. chance à Sterling de l'attraper, tu vois? Mmh, mmh mh. Et ça fait partie du sport cette approche, et donc Cédric, tant qu'il a cette approche et que personne n'arrive à l'attraper, ben ses adversaires sont contraints d'être dans son domaine de prédilection où il semble intouchable. Mmh, mmh mh, mmh mh. Tout à fait. Alors, tout dernier point sur Cédric, après on va passer au reste brièvement, parce que c'est un peu ça l'histoire du PFL. Il a pris toute la lumière. Ah bah On va quand ouais. même donner un peu de Mmh. lumière Ouais. au reste. Euh, Extraordinaire dans la cage, mais aussi au micro. Je trouve qu'il a une aisance au micro, que ce soit préparé sur sa chaîne YouTube ou Mmh. en improvisation, parce qu'il ne sait pas anticiper les questions qu'on va lui poser. Donc bravo pour le divertissement au Mmh. micro après, et surtout le fait que ça a été couplé à un appel au respect envers Zebo. Je pense qu'il est conscient de l'effet un peu néfaste qu'il peut avoir Mmh mh. dans ce trash talk. Et je pense qu'il a voulu assurer le fait que voilà, les gens vont pas aller envoyer des DM à Zebo maintenant, Mmh mh, t'es mmh mort mh. ou quoi, parce que on le sait, toi comme moi, dans la défaite, c'est déjà perdre en MMA, c'est difficile. Ouais. Dans un combat avec autant de visibilité, c'est encore plus compliqué. Avec un KO en 9 secondes où tu n'as rien pu montrer, c'est encore plus compliqué. Et si en plus de ça, après, tu reçois 85% des DM que tu reçois sur Instagram sont des inconnus qui viennent Mmh. Mmh t'insulter, mh. tu es bon pour une dépression, vraiment. Et donc, j'ai trouvé ça très beau que Cédric décide de prendre du temps de micro pour ne plus faire de divertissement pendant un petit moment et rappeler à l'ordre ce qu'il faut faire par rapport Mmh. à Zebo, lui donner de la force et surtout ne pas faire l'inverse et ne pas l'insulter. Tout le trash talk qui était avant le combat, c'était pour vendre le combat. Maintenant, le combat est passé. Il faut lui donner de la force et respecter l'athlète. Mmh. Je trouvais ça très beau. Ouais, moi aussi. Bah, tu sais, j'ai préparé un petit peu notre débrief ce matin au réveil et j'avais noté aussi que on a le personnage qui fait vendre, qu'on déteste pas, qu'on adore, etc. Et on a la réalité. Et la réalité, c'est un mec qui est extrêmement compétent, techniquement parlant, hein, sur le combat, et qui est humain aussi. Et donc, comme tu l'as souligné, il y a eu d'abord ces petites confidences après combat ou ces mots de réconfort qu'il a fait à Jordan Zebo. Euh,
qui sont, enfin voilà, sûrement beaucoup n'ont jamais combattu, mais il faut savoir que quand tu gagnes de cette manière-là, tu penses pas directement dans la première minute à ton adversaire, quoi. Et Mm. effectivement, ce message, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien, qu'il puisse prendre le micro euh, pour pouvoir rappeler tout ça et pas juste dire n'allez pas vous moquer, etc. Mais leur dire, voilà, allez lui donner de la force, allez le suivre, parce que ben oui, il est courageux, il fallait bien qu'il y ait un adversaire en face. C'était pas n'importe qui non plus, parce qu'on va peut-être nous le dire dans le truc, mais pour moi, ça reste un combat qui était compétitif, et c'est vraiment un truc que je piche pas d'ailleurs chez les fans de Doumbé qui ne veulent pas mettre de crédit, entre guillemets, comme si c'était un figurant, quoi. Mais Effect- c'est complètement paradoxal parce qu'en fait, si tu es fan de Doumbé et que ton narratif du combat, c'est ouais, Zebo, c'était un nul, bah, tu décrédibilises la victoire c'est de clair, je comprends Doumbé. vraiment pas. Ouais, c'est tout à fait ça. On en avait parlé, c'était un 60-40 qui pouvait clairement tourner en 100% d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui s'est passé. Donc là, on pourrait dire, ah bah c'est un 100%, je vous l'avais dit, il allait le mettre KO et tout. Mais ça reste pour moi un très bon adversaire. C'est un gros test. Cédric Doumbé, c'est pas un fan de Cédric Doumbé, c'est un gars qui savait que le combat pouvait aller dans des directions très compliquées pour lui. Et donc, il l'a dit, il était extrêmement bien préparé. On l'a vu, il l'a pris au sérieux. Et il l'a pas pris au sérieux si c'était un clown. Il l'a pris au sérieux parce que c'était un gars très très sérieux en face. Donc Ben, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé le truc. Humain et puis bon bah voilà aussi avec sûrement ses travers enfin ses travers entre guillemets avec l'attaque un petit peu personnelle sur Lopez que je trouve enfin voilà tu vois c'est à risque. mais ouais, bon, là, je pense que ça fait pas partie du show, tu vois. Non, voilà. Et Il y a vraiment quelque chose, ouais. Là, il y on, a vraiment quelque on est chose. sur du personnel, on est sur de la réalité, on est plus sur du personnage, du spectacle, il y a des histoires personnelles. Mm, euh, mais voilà, on doit être capable aussi de déceler tout ce qui est lié au personnage, à la comédie, entre guillemets, dell'arte, et puis à la personne qui va exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de bien pour certains, de mal pour d'autres. Enfin voilà. mm. Donc c'est bien. Moi j'aime bien. En tout cas, j'aime bien l'histoire qui est en train de se créer autour de tout ça. Mm. Ouais, et non, franchement, c'est beau à voir parce que les mots. Disons que Cédric Noubet, ben, tu le vois, toi comme moi, comme tous les fans, on le voit au travers des réseaux et au travers des réseaux, on voit 95% de son personnage et c'est extrêmement rare de le voir lui en tant qu'humain. Et je trouve qu'après son combat, c'est souvent après les combats que tu as cette chance de pouvoir apercevoir à quoi ressemble l'humain et tu vois que c'est quand même quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres et on l'a senti quand il est venu sur le plateau RMC, tu vois, là c'était vraiment neutre, ses émotions étaient un tout petit peu redescendues. On voyait qu'il était encore dans l'émotion, mais c'était chouette à voir parce que tu sens que c'est sincère quand même que voilà, Jordan c'était son adversaire, qu'il devait le battre, donc il a fait son taf et que lui il voit le combat comme le combat plus l'histoire qui peut être créée Mm, mm, mm. avec et voilà, on va pas se mentir. Encore une fois, pour refaire une comparaison avec McGregor c'est le premier qui à l'UFC a eu quelqu'un qui a chanté en live pendant son Mm. walkout. Ici aussi, on a eu une innovation pendant le Ouais, walkout. c'est Le vrai. PFL l'a laissé rentrer avec un matelas. Il a complètement. Bon, ça arrive. C'est pas le premier à le faire, mais la musique de son walkout, enfin, c'est avec sa voix, c'est un vrai remix. Quand il est rentré dans la cage, il s'est permis les Jordan et personne n'est venu le chercher pour Mm. faire son face à face. Donc voilà, Et c'est sa puissance. Il a une réelle ouais, puissance il faut savoir que PFL, ils sont très rigides, hein. Mhm. Nous, on y était, t'es dans une pièce, t'attends, t'as pas trop le droit de te déplacer, on te fait venir à telle heure, tu dois être ci, ça, ils inspectent tout, tu dois avoir, enfin, t'as les petites croix où tu dois te placer et tout, c'est extrêmement réglé comme un Voilà, papier à musique, quoi. Donc, je pense qu'il a eu des passes droits, pas mal de passes droits, ouais. Effectivement, ouais. Ça en dit long sur ce qu'il a été capable de ouais. générer. On passe à la suite. Bah, en fait, ça va pouvoir être assez bref quand même, hein. Vas-y, tu as quelque La chose à rajouter? suite,
Jordan Non, non, ou pour non, la carte? non, la carte, enfin, revoir Ah! le reste de la carte. Ouais, moi je voulais la suite Ah, tu veux qu'on parle de la suite pour les deux? Non, 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 juste pour Cédric, je sais pas si Ok, tu as vas-y. vu. Donc là, la suite, ça va être quoi? Ça va être le tournoi pour lui, tu penses? International? Mais ça semblait pas sûr, tu vois, dans l'interview, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop poussé dans cette direction-là. Euh, Et par contre, alors là, bon, je vais le dire parce qu'on m'a pas dit de ne pas le dire. Avant l'événement et après l'événement, j'ai eu la chance de beaucoup échanger avec Dan Hardy. Et dans une conversation avec lui après le combat, hmm. euh, on lui a dit, bah, au PFL, il n'y a pas beaucoup de trash talkers à part Jake Paul et Cédric Doumbé. Et là, il a dit, imaginez s'ils combattaient l'un contre l'autre. Et puis, j'ai fait genre une tête, genre méga surpris, genre, vous travaillez sur quelque chose? Il fait, on travaille sur quelque chose. Ah J'en dirai pas plus, mais Eh, alors, eh, non, non, mais voilà. attendez, ouais. Il y a un autre combat aussi. Il y a eu un call-out cette nuit, hein. Ouais, Magomed Dove. Non, Non. Anthony Pettis. Ouh, j'ai pas vu. Hmm. Bah oui, parce qu'en fait, Sur Instagram, euh, il y a un petit call-out de Showtime Pettis. Et ça, moi, je vous avoue que il y a, ça à me la plaît place de bien. Cédric Doumbé, tu vois, parce que tu dis, ok, gagner le tournoi, c'est quand même faire un sans faute sur 4 combats sur Hmm. une année. Il y a rien à faire, tu dois gagner 4 combats sur une année. Mais Tu peux peut-être te permettre une décision perdue, Non, plus un mais KO au premier round, et ça pourrait te permettre d'accéder quand même à la demi-finale, mais tu oui, dois puis faire un quasi sans faute sur 4 combats. ouais, Euh, et puis c'est pas 1 million que tu fais à la fin, hein, c'est c'est 1 million moins ce que bah, tu as gagné sur les 3 moins ce que premiers tu as combats. gagné. Donc s'il fait Ouais, 200 000 par combat, il fait 200, il exactement. fait le dernier 400 000 quoi. Exactement. Et c'est là où j'allais venir. C'est que pour le PFL, c'est un risque de le mettre dans le tournoi parce que ce sont des tueurs Moi, à gages. moi, Et personnellement, je fais pas le une tournoi. défaite, ouais, voilà, une défaite et sa hype, elle est déraillée. Enfin, je pense que les gens vont rester dans son train, même en Mm, cas de défaite pour la plupart. Mais il n'y a rien à faire en termes de chiffres. Il fait une défaite, il revient. C'est pas la même chose qu'une mm, victoire et il mm, revient. mm, L'année prochaine, en 2024, on parle de plus en plus de ce pay-per-view mm. series Ouais, ouais, bien sûr. au PFL. Mm, Et je pense sincèrement que ce soit pour Cédric ou pour le PFL, c'est la route à suivre, c'est le pay-per-view série. Et là, ils ont créé une star, Mais bien il sûr, faut, il faut, il faut ah, rentabiliser, hein. il faut rentabiliser et il faut pouvoir un peu sélectionner ces combats. Parce qu'en fait, dans le tournoi, tu sélectionnes pas. Mais bien sûr. Ta demi-finale, ta finale, Mm, ça mm, dépend mm, des mm. autres résultats. T'as pas de contrôle absolu sur le Non, matchmaking. non, non. Si tu le mets pas dans le tournoi et que tu le mets dans le pay-per-view Mm, mm, series, mm, mm. d'un côté, tu contrôles un peu le matchmaking, voire totalement. Bah bien Et en plus de sûr. ça, c'est ton pay-per-view series. Mm, Et mm, pour mm. l'instant, au PFL, hormis Jake Paul, Ngannou et Doumbé, il y a personne qui vend, hein. Non, On va pas se mentir, on va dire les termes. Il y a personne qui vend. C'est pas non. et j'ai beaucoup de respect pour lui. Je le kiffe à mort. Olivier Aubin-Mercier, par exemple, Oh, c'est bah, une des stars du PFL, mais c'est pas lui qui va te vendre des pay-per-view, hein. non, bien sûr que non, bien sûr que non. Ouais, C'est un super combattant, moi mais je, c'est pas une machine à pay-per-view. je pense que nous, enfin, moi personnellement, ça m'intéresse pas de le voir sur le tournoi. Je pense que clairement, ce qui m'intéresse, c'est de le voir sur des super fights comme on a eu hier, tu vois, de la vente du truc et tout. Le tournoi, il y a des gars qui vont venir, ils auront les crocs, ils seront là pour le million, ils vont, enfin voilà, hein. Donc, je pense que, et puis ça t'empêche pas de combattre après avoir fait pas mal de thunes contre le vainqueur du tournoi et de le battre, hein. Donc, Très belle idée aussi, oh, ça. non, Donc il y a beaucoup d'autres options qui s'offrent à lui. Et ouais, ouais, effectivement, j'ai senti ça aussi. J'ai senti que le speaker a pas beaucoup non. poussé sur les questions vis-à-vis du tournoi et que lui n'a pas spécialement répondu en mettant tournoi, tournoi, tournoi. Il a dit oui, bien Mm, sûr mm, pour mm. le million ou attends, c'était quoi? Es-tu prêt pour le tournoi? Est-ce que ce sont ceux du tournoi qui sont prêts? Encore une fois, extraordinaire au micro, il est vraiment très bon, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait des instructions pour ne pas trop en parler parce que c'est pas quelque chose de totalement sécurisé. Ok, maintenant on transite vers Abdul. Ouais, Bah, ça va être éphémère d'en parler en fait, hein. Je ouais. pense que l'analyse que tout le monde avait fait du combat, c'est que même le grand Brad Wheeler de ses grands jours dans son prime en Mm, 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 mm. 2015-2017
n'avait pas le niveau requis pour battre Abdul. Non, Alors avec 4 ans d'absence, on bien s'attendait pas sûr. à ce que ce soit le cas. La question c'était juste, bah voilà, quand tu rentres en grand favori, de temps en temps c'est un peu compliqué Mmh. d'aborder le combat. Et Abdul a vraiment répondu présent. On a peut-être eu une toute petite frayeur sur un direct de Brad Wheeler, mais dans Ouais. l'ensemble, bon low kick et un sol. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur son sol? C'est incroyable Mmh, ce mmh. niveau parce que Brad Wheeler est une ceinture noire. C'est pas... Et c'est là où on voit qu'il y a des niveaux. Tu vois, ça Ouais. reste une ceinture noire. C'est pas une ceinture noire du niveau d'Abdul, mais ça prouve plutôt le niveau de Abdul qui est juste Ouais, bien merveilleux sûr. pour le sol. Non, non, là-dessus, je pense que bah c'est la réalité aussi, hein. On parlait d'intrigue, etc. Ce qui vend un combat, c'est une intrigue. Là, il y en avait pas. On Mm. savait que ça allait être mis au sol, que ça allait être étranglé dans les 2 minutes. Ouais, ouais, voilà quoi. Pour moi, c'était sans surprise, quoi. Donc Mais j'ai sans ça. surprise, mais beau à voir. Enfin, je trouve que c'était beau à voir ce qui s'est passé au sol. Tu vois qu'il y a un gros niveau. Ça reste toujours appréciable Ouais, mais à bon. observer. Ouais, peut-être, mais enfin, tu mets un mec qui a fait 4 ans de sol face à un mec qui en a une année, t'as les mêmes différences de niveau. Donc Ouais. moi, je trouve ça bien pour lui, ça lui permet de rester dans le bain, d'être chaud, parce que c'est beaucoup d'annulations. Par contre, je Mm. veux le voir sur le tournoi et il faut que Oui, oui. voilà. Et là, on va commencer à suivre ça bien, je pense. Mais on Mm. était tous déçus enfin oui, forcément, on était tous déçus de pas le voir directement sur le tournoi à haut niveau où il devrait être, quoi. Et je pense que lui aussi, c'est un compétiteur, hein. C'est un compétiteur, il a envie du plus haut niveau, il l'a encore dit, et il va falloir que le PFL le mette dedans, quoi, tout simplement, hein. Ouais. Mm, Après, voilà, je- ça restait un changement de dernière minute. Il- euh, au début, il était prévu contre quelqu'un, un vrai challenge. Donc, il s'est préparé pour un vrai mm, mm, challenge. mm. À 2 semaines du combat, on change d'adversaire. Le cœur de sa préparation était déjà fait. Donc là, il va pouvoir continuer à se préparer et surtout préparer sa descente. Parce que moi, la seule grosse crainte que j'ai, c'est Ouais. qu'il va rentrer dans le tournoi dans une division dans laquelle il a jamais performé. Mm. Jamais, jamais. Ils, Ouais, ils ont déjà ça fait un c'est test vraiment. de descendre, mais ils n'ont pas fait comme Axel Sola, tu vois. Mm. Aldric, quand il a décidé de faire tomber Axel Sola en lightweight, ils ont fait un cut avec une pesée le matin et un sparring le lendemain avec du Type faux combat. public à la salle. Mm. Voilà, type combat. Donc tu as pu juger la Mm, mm, performance mm, mm, mm. réellement avant Ouais, de prendre ouais, je cette te rejoins, décision. ouais. Ouais. Ici, il y a une différence entre faire un cut et réussir le Mm, poids mm, mm. et faire un cut pour performer le lendemain. Donc là, je pense que voilà, avec Clément, tout est professionnalisé et il faut pas avoir de doute par rapport à ça. Mais c'est sur la Mais j'en ai quand même un performance, peu. Ouais. et on doit pas Ouais. oublier que ben 70 kilos, il aura plus le désavantage de taille qui est un avantage quand on est un lutteur, quoi, tu vois. Plus Hmm. facilement au niveau des hanches pour mettre au sol. Mais Hmm. ça, on aura nos réponses bientôt. Ouais, à mon avis, janvier ou Mm. février. Je ne sais pas si le PFL a déjà annoncé les dates de la saison régulière 2024, mais en général, il Mm. commence assez tôt parce que forcément, la raison pour laquelle il n'y a pas de coup de coude, c'est parce que ça s'enchaîne. Ouais. Ah ouais. Tu dois prévoir 4 combats, pas minimum, mais tu dois prévoir 4 combats pour atteindre les finales Ouais. sur l'année. Et Mm. donc, s'il commence en avril, C'est ça devient clair. un peu trop actif. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de souligner Ah sur bah la carte ouais, ou... Ouais. écoute, la différence de niveau. Alors, on va parler des tournois. Moi, je voudrais quand même souligner la différence de niveau entre chez les bantamweight, chez les lightweight. La catégorie des bantam, elle était complètement dingue. Le niveau, hein, je sais pas si les Mm. gens se rendent compte, mais le niveau des bantamweight comparé au niveau des lightweight, il était stratosphérique, quoi. Il était Ouais. stratosphérique. On a eu, en tout cas sur le plan sportif, des superbes combats. Donc on a eu Franz Mlambo contre, j'ai oublié ses noms, Benkachi. ouais, redis-moi. Oh là là. Et je suis fatigué, hein. Euh, Euh, Mokhtar, Benkassi. excuse-moi, Mokhtar. Mokhtar Ouais. Benkassi que j'ai côtoyé. Benkassi, Ouais, pas Benkassi. Mokhtar. Ouais. Mes Euh, excuses d'avoir écorché le nom. C'est la donc fatigue. Franz contre Mokhtar, qui était un combat assez incroyable, très très serré. Euh, Ouais. Malgré que je sois ami avec Franz, j'ai trouvé le combat vraiment très serré. Et pour moi, je pensais que Mokhtar avait fait le taf.
Euh, mais voilà, c'était du très très haut niveau, c'était vraiment très chouette à regarder. Le combat de Ali Taleb contre Kakorov, c'était une folie. Donc Kakorov qui était underdog, ça je l'ai pas, j'en avais parlé, hein, et puis on m'avait demandé, un pote m'avait demandé parce qu'il voulait parier, j'ai dit que c'était l'underdog qui aurait pas dû être underdog. Il se fait connecter au premier round, franchement, il survit et il tabasse au deuxième et il prend de justesse le troisième parce qu'Ali revient dans le troisième. C'était un combat incroyable aussi. Ali Taleb, franchement, il va falloir le suivre ce gars-là parce que Ouais. techniquement, je le trouve euh, excellent, vraiment, hein. En lutte, en grappling, son anglaise, enfin, vraiment impressionnant. Pour moi, il est un petit peu trop léger pour la KT, même si physiquement il paraît énorme, mais pour être passé à côté de lui et tout, il est pas très très grand. Mm. Alors que de l'autre côté, Kakurov, je pense que c'est un gros bantam, hein. J'ai vu en salle d'échauffement, il est plutôt solide. Donc ça sur la carte. Dakota Ditcheva, on en avait parlé. Ouais. 10-0, hein. 7 victoires Euh, par KO TKO. non, non, il y a qu'une décision, mais je sais pas, elle est à 9-0 maintenant. Ah Ah non, 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 attends, non, attends. Oui, 10-0. si, si, non, elle est à 9-0. 9-0, 8 victoires par KO soumission. Ça a été noté sa dernière victoire. Ouais, c'est déjà en ordre. Elle est rentrée à 8-0, elle est à 9-0 maintenant. 7 KO, une soumission, une décision. Ouais, faut se rendre compte, hein, c'est catégorie féminine, hein. À avoir 90% de finish rate chez les femmes et pas contre des canettes, Non, hein, parce que c'est 4-0 au PFL. Il n'y a pas de déchets réellement dans son non. palmarès. Après, elle était toujours très très Favorite? favorite, hein, mais c'est quand Oui, même. En tout cas, ceux qui suivent le MMA féminin, c'est une nana qu'il va falloir suivre, qui, pour moi, bon, va gagner ce tournoi-là. On va oui. voir si elle va signer avec le PFL international, mais pour moi, elle devrait. Ah Je oui, sais, oui, je oui, sais pas du tout ce qu'elle prévoit, hein, mais elle pourrait. Tu l'avais dit, hein, qu'elle serait dans le top. Elle a déjà le niveau du top 5, top 10, je ouais. sais plus ce que tu disais. J'avais dit top 10 UFC, mais en faisant celle qui était rankée 10, 9 et 8, on s'était dit que ouais, elle serait favorite contre 19-8 de l'UFC. Donc ouais, elle se rapproche, voire elle est déjà dans le top 5, enfin en termes de niveau dans le top 5 UFC. Ouais, et puis une Cornelia Home qui était bien préparée, moi j'ai trouvé, hein. Ouais, Franchement. stratégiquement, bon, c'était pas beau à voir ce qu'elle cherchait à faire, mais c'est la façon dont Hum, hum. bah, Ah bah c'est ton ouais, chemin vers la victoire. C'est ton ouais, chemin vers la victoire. Donc elle est venue bien préparée, ouais. comme tu le dis, et malgré sa bonne préparation, bah Hum. voilà, elle a rien pu faire. Ditcheva, elle est vraiment, vraiment, c'est un danger. C'est un Ouais. danger. Et puis bah la déception, hein, vis-à-vis de Salamone, hein, qui a pas eu le temps de réellement pouvoir s'exprimer. Alors, un truc qu'on avait oublié, qui est Hum. très important, c'est que c'est pas la division, c'est pas la catégorie de poids de Salamon. Il a dépanné pour le tournoi 93. Il a gagné son premier tour et donc là, il se retrouve en fait dans un tournoi qui est au-dessus de sa catégorie de Hum. poids et il s'est Ouais, j'ai limite, entendu, ouais. je crois que j'ai entendu qu'il s'était pesé genre à 91 kilos, alors que son adversaire, donc ça veut dire qu'il n'a pas cuté, Hum. il s'est pesé au poids qu'il avait dans la cage et son adversaire, c'est quelqu'un Hum. qui cut énormément. Il y Hum. avait Hum. facile 9-10 kilos de différence entre les deux dans ce combat. Hum. Après voilà, hein, ça c'est. Tu peux pas aller dans un combat, tu vois ce que je veux dire, Ah non, non, bien sûr, c'est pas une excuse, sa c'est son choix, responsabilité. c'est Ouais, son c'est son choix. choix. Mais Mais en tout voilà, ça cas, permet quand même de nuancer un peu et de oui. dire, ok, c'est une grosse défaite et Et puis la on devrait réalité, le c'est revoir. que nous, on le voyait quand même pouvoir être très très concurrent sur une KT au-dessus, hein, Mm. donc hâte de le voir dans sa catégorie naturelle, on va dire ça comme ça. C'est ça, Mm, c'est ça. mm, Et Nedo contre Powell, ça va être sympa. Powell nous a pas super impressionné dans son combat, mais Nedo va forcer le combat en finale. C'est une belle finale, je trouve, mm, mm, qu'on aura ouais. en décembre à Dublin, s'il n'y a pas de changement, parce que bordel, on a fait une vidéo pour nos Mm, membres. Euh, la carte du PFL entre lundi et hier, elle a mm, mm, changé mm, mm, mm. quasi du tout au tout. C'était Non, mais très il est difficile dinguerie, pour eux, hein. quoi. Avec Ouais, ouais, le, ouais. le,
le combat de last minute, là, genre le mec il savait pas qu'il allait combattre le lendemain, il fait ça pesait le jour, il combat le lendemain, c'était dingue pour un combat revanche. Bon, moi j'avais vu le combat à Berlin, donc j'ai suivi ce combat-là. Ouais. Euh, Bah, c'est la même chose. Il y a eu 6 rounds exactement les mêmes entre Berlin et Paris, hein. ouais, en tout cas, non, il était combattant marseillais était je trouve qu'il était un peu plus agressif sur le premier round. Pour moi, il prend son premier round, hein. Ouais, D'ailleurs, j'ai pas compris ouais, c'est vrai. la cotation, mais ouais, non. Mais en tout cas, ça restait sur l'événement, ça restait un bel événement. Mm. Clairement, je peux comprendre que certains qui n'ont pas suivi le tournoi euh, aient juste attendu les combats principaux, forcément. Mais c'est comme tout, hein, quand on aime que ce qu'on connaît, donc quand on suit le tournoi depuis le début, les combattants, comment ils évoluent, bah, c'est toujours beaucoup plus plaisant. Moi, je trouve Mm. personnellement. Ouais, ça, c'est la force d'un format tournoi. On en avait Mmh, parlé pendant l'exclument. C'est que ça permet de fidéliser mmh, mmh, ton mmh. audience et leur donner, euh, comment dire, une attache avec les combattants plus le Ouais, ouais, tournoi ouais. avance. Et du coup, tu arrives en demi-finale comme le PFL Paris, bah, tu connais tous les noms parce que tu Mmh, les as déjà vus combattre sur les 4 précédentes. Pour tous ceux qui ont suivi que le PFL Paris, ça va leur permettre de savoir à quoi s'attendre pour le PFL Dublin Dublin. et les finales. Et donc ça, c'est bien. Le mauvais côté du tournoi, c'est que euh, une victoire, peu importe la manière, t'amène à l'étape d'après. Quand tu es dans l'élimination directe, c'est pas le cas de Ouais. la saison régulière. Mais donc de temps en temps, il y a certains combattants, tu as l'impression qu'ils vont peut-être trop sécuriser la victoire et du coup, il n'y a pas cet aspect divertissement, prise de risque, performance à tout prix. Ce qui n'est pas le cas par exemple à l'UFC où il n'y a pas de tournoi. Donc tu sais que entre gagner une décision avec peu d'intensité et gagner sur une guerre avec un KO, Mmh, bah, ton ascension vers le titre sera plus marquée d'un côté que de l'autre. Donc clairement. voilà, ça c'est la critique globale. Je propose qu'on clôture ici parce que moi je vais devoir Ouais. monter et rentrer à la maison. Brian, un tout grand merci pour ton temps. Tous ceux qui y sont encore connectés maintenant, merci à vous. On n'oublie pas les commentaires, mais je pense que comme on a parlé de Doumbé, le référencement, ça ira sur cette vidéo. On se retrouve C'est cette clair. semaine pour encore beaucoup de discussions MMA. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Bon dimanche. Bon dimanche.